L'esprit de l'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Dans quel monde vit-on? Le titre du Parisien ce jeudi exprimait une forme de sidération partagée par nombre de Français. Le montage photo du quotidien évoquait 4 événements. La tuerie homophobe dans une boîte homosexuelle d'Orlando, l'assassinat de 2 policiers devant leur enfant à Magnanville, le saccage de l'hôpital des enfants Necker à Paris lors des manifestations contre la loi travail et les violences des hooligans à Marseille. Qu'il s'agisse donc de religion, de politique, de sport ou de lutte sociale, on a l'impression, peut-être exagérée par la loupe médiatique, que tout ce qui est collectif se conclut aujourd'hui en violence et que de surcroît, face à cette violence, la puissance publique est aux abonnés absents, voire comme l'écrivait hier Natacha Polony, que tout s'effondre. Bref, la trêve estivale approche, mais l'actualité ne fait pas plus de trêve que la météo. Heureusement, cher Alain Finkielkraut, si vous ne pouvez rien à la pluie, vous pouvez au moins donner de l'intelligibilité et du sens au drôle de climat dans lequel nous vivons. Et alors que l'équipe de France joue ce soir son dernier match de poule, vous nous direz en fin d'émission s'il reste malgré tout cela en vous quelque chose du supporter. Alors, sans doute établirez-vous, ou peut-être établirez-vous un continuum entre les événements que nous allons commenter, mais pour la clarté de la discussion, nous les diviserons en 2 catégories, en quelque sorte, le terrorisme et la violence sociale au sens large. Le terrorisme islamique a donc frappé l'Occident 2 fois en quelques jours, 2 fois par le bras d'un homme seul. Dans la nuit de samedi à dimanche, Omar Mateen, américain d'origine afghane, de 29 ans, a tué 49 personnes au Pulse, une boîte gay d'Orlando. Et lundi soir, Laroussi Abdallah, natif de Mantes-la-Jolie, de 25 ans, a assassiné un policier et sa compagne devant leur enfant de 3 ans. Les 2 hommes qui se revendiquaient de Daesh ont été abattus au cours des assauts. Alors Alain Finkielkraut, est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle forme de terreur que vous inspirent ces 2 actes? Je voulais dire une nouvelle forme, pas par l'islamisme, mais par le côté d'homme tout seul, en quelque sorte. Islam, imam, Daesh, mosquée, halal, Coran, ces mots composent, comme l'écrit Renaud Camus, notre ambiance sonore permanente. C'est l'inédite monotonie de l'actualité nationale et internationale. On n'arrive pas à parler d'autre chose. Certains voudraient bien pourtant. Ainsi, au lendemain du massacre d'Orlando, revendiqué par le califat, ce n'était pas l'islam qui était en cause dans les éditoriaux, les émissions de radio ou de télévision, c'était le phénomène universel de l'homophobie. Jean-Sébastien Herpin, secrétaire régional des Verts, s'est autorisé à tweeter le 13 juin que la différence entre la Manif pour tous et Orlando, c'était le passage à l'acte. Qui est Herpin, pardon? C'est le secrétaire régional des Verts. Mais je le cite parce qu'il est allé très loin. Mais factuellement, même si c'était vrai, ça fait une sacrée différence. Mais évidemment. Donc, le simple fait de dire la différence entre la Manif pour tous et Orlando, c'est le passage à l'acte, est absolument effrayant. Ce diagnostic découle de la réduction progressiste de l'histoire à l'affrontement de 2 forces, les émancipateurs et les réactionnaires. Jean-Sébastien Herpin et beaucoup d'autres avec lui logent toutes les civilisations, toutes les religions, toutes les sociétés à la même enseigne, inégalitaire, répressive, patriarcale. Or, comme les terroristes du 13 novembre, le tueur d'Orlando a voulu frapper notre civilisation en son cœur. La salle de concert du Bataclan et la boîte gay d'Orlando, le Pulse, sont pour le califat 2 symboles de l'Occident décadent, impie et pervers, comme d'ailleurs... L'hyper cachère aussi, pardonnez-moi. Comme d'ailleurs... Charlie Hebdo, pardon. Comme d'ailleurs, oui, la Manif pour tous, puisque la grande majorité de ses participants n'avaient rien contre
l'union civile entre partenaires du même sexe et que certains, Brigitte Bardot en premier lieu, en préconisaient le renforcement. Que la liberté des homosexuels soit une composante de notre monde et que celui-ci mérite à ce titre d'être défendu, voilà ce que nos progressistes ne veulent pas voir. Oui, mais il est vrai, et ça n'est absolument pas une raison pour les mettre dans le même sac. Cyril Benazar a écrit un article sur Causeur pour dire justement, on met tous les homophobes dans le même sac. Il est vrai que des gens, parmi ceux qui restent aujourd'hui accrochés à la remise en cause de la loi, etc., n'aiment pas l'homosexualité, c'est vrai. Oui, mais vrai, encore une fois, ça n'a strictement rien à voir. Nous sommes dans un tout autre univers et il y a une révolution mentale que les progressistes sont incapables d'opérer. La politique pour eux, c'est la lutte et la seule lutte concevable, c'est la lutte de libération. L'idée qu'on puisse s'engager pour préserver ou pour sauver un monde où il y a le genre de discussion dont vous parlez, justement, oui. Elisabeth Lévy, leur est totalement étrangère. Si on s'engage, si on lutte, si on passe ces nuits debout, c'est pour faire table rase du monde ancien. Ils ont donc intégré le massacre d'Orlando dans leur combat pour l'extension indéfinie du droit des minorités. Et Obama, le président Obama, est allé dans le même sens en rechignant à incriminer l'islamisme. Et quand je pense aux bénéfices politiques que tire aujourd'hui le candidat républicain aux prochaines élections américaines de ces timidités verbales, je me dis que le déni de la réalité engendre des monstres. Trump est la némésis du politiquement correct. Mais en même temps, vous voyez bien que vous êtes vous-même un progressiste, dans le sens où, contrairement peut-être à ce qu'auraient dit nos ancêtres, vous pensez que, effectivement, les homosexuels font partie de la civilisation, la liberté des homosexuels fait partie de la civilisation que nous avons à défendre, et que cette civilisation est attaquée. Donc, bien sûr. Il me semble qu'il y a une dimension de concurrence victimaire, surtout dans cette affaire, c'est-à-dire de nous montrer que les victimes sont d'abord des homosexuels, plus que de négation de l'islamisme encore. Je ne suis pas sûr de cela, parce qu'après tout, les victimes de l'hypercachère ou de l'école de Toulouse étaient juives. Et les juifs n'ont... et donc, en tant que tels, et les juifs se sont mobilisés aussi devant cet antisémitisme. Et ils n'ont pas oublié, dans leur mobilisation, d'où venait la haine. Ils ont reconnu. Or, là, on a l'occurrence que on veut effacer l'ennemi au seul profit de la cause qu'il voudrait défendre ou de la haine dont il est porteur. Eh bien, nous savons que l'antisémitisme et le djihadisme islamique, c'est à peu près consubstantiel. Il faut aussi savoir que l'homophobie, la haine des homosexuels, est certainement consubstantielle à ce l'homophobie, et d'autant plus que, si vous voulez, en effet, d'ailleurs, certains comme Gilles Kepel l'ont rappelé, dans ses vidéos de propagande, l'État islamique montre des homosexuels jetés du haut des immeubles, et il parle en citant je ne sais quel hadith de justement la nécessité de punir les sodomites. Donc ce qui est vrai, c'est que dans l'islamisme, la persécution des sodomites va de pair avec la haine des juifs et la relégation des femmes. Très bien. Donc passons maintenant, si vous voulez, à ce drame peut-être moins meurtrier en nom, mais qui a tout de même évidemment frappé nos esprits, celui de Magnanville, ce couple assassiné son enfant de 3 ans. Je vous laisse la parole, Alain Finkielkraut. Au-delà de l'horreur, qu'avez-vous à en dire? Impossible dans ce cas de noyer le poisson et de ne pas nommer le criminel. Hein. Il s'agit, tout le monde l'a dit, d'un attentat islamiste. Mais le train-train politique et social, c'est ce qui m'a le plus frappé, n'a pas été bousculé. Tout a continué comme si de rien n'était, à la différence
des massacres du 7, 8, 9 janvier et de celui du 13 novembre, ce double assassinat n'a pas fait effraction. Il n'a pas perturbé le cours des choses. Le lendemain, je crois que c'était le 14 juin. C'était le lendemain, c'était... Oui, une grande manifestation contre la loi travail a rapatrié l'histoire que nous vivons dans l'espace balisé de la lutte des classes. Et les manifestants violents étaient plus déterminés que jamais à en découdre avec la police, comme s'ils étaient engagés dans un tournoi de haine et de violence avec le tueur de Magnanville. L'islamo-gauchisme est alors apparu en pleine lumière. Non seulement pour les gauchistes, les islamistes ne sont pas les ennemis, mais ils partagent les mêmes cibles que les islamistes, et la police est la première d'entre ces cibles. Alors, mais tout de même, est-ce que, parce qu'il y a quand même des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers de manifestants, et il y a probablement un millier, disons, de gens très très violents. Vous avez raison, vous avez raison de faire la distinction. Il y a, malgré tout, elle a été avérée, une certaine perméabilité entre ceux qu'on appelle les casseurs et la CGT, puisque on a vu des militants de la CGT déceler des pavés, oui, et d'autres charger les forces de l'ordre. Mais vous avez raison, tous les manifestants n'étaient pas dans ces dispositions guerrières, voire meurtrières. Et la plupart d'entre eux ont été authentiquement scandalisés par l'assaut donné à l'hôpital Necker. Même si sur Mediapart, on a diffusé, je vous le dis, ça va vous faire sourire peut-être, des témoignages de parents assurant qu'on avait juste cassé quelques vitres, que ça n'était pas très grave. Ah, mais j'ai entendu pire encore, et malheureusement, c'était sur France Culture, hier, entre 18h et 19h, il y a eu un débat, entre une militante de la CGT et un nuit deboutiste du Havre. La militante de la CGT a dit que certes elle condamnait la violence, mais qu'il était normal, face à la violence de l'État, à la violence patronale, de péter un câble. Quant aux nuits deboutistes havrais, il dit oui, c'est vrai, on a cassé des vitres à l'hôpital Necker, mais la vraie casse a commencé avant. La casse, c'est la suppression de 18 000 postes dans les hôpitaux. Voilà ce que j'ai entendu sur France Culture. Mais en même temps, je conçois que certains manifestants n'aient rien à voir avec ces violences extrêmes. Est-ce que vous parleriez de syndicats terroristes, s'agissant de la CGT, comme l'appelait Nicolas Sarkozy, je crois. Hein. Je n'utiliserai pas ce terme. Mais reste que cet ample défilé, si vous voulez, eh bien, donne le sentiment d'une totale indifférence, non seulement à l'état d'urgence, mais à la situation d'urgence dans laquelle le terrorisme nous a plongés. Les manifestants ne disent pas... Et à la situation de la police aussi, en tant que telle. Absolument. Les manifestants ne disent pas « tout va très bien, Madame la Marquise », mais c'est tout comme, car leur « tout va très mal » se réduit lamentablement à l'assouplissement du Code du travail et à l'inversion de la hiérarchie des normes. Et cette étroitesse d'esprit et de cœur fait irrésistiblement penser à l'étrange défaite. Et je voudrais vous lire ce qu'écrivait Marc Bloch en 1940. Sur le syndicalisme, les gens de ma génération avaient, au temps de leur jeunesse, fondé les plus vastes espoirs. Nous comptions sans le funeste rétrécissement d'horizon devant lequel l'élan des temps héroïques a peu à peu succombé. On sait le mot dont Marx se plaisait à stigmatiser les mouvements sociaux sans envergure. Kleinbürgerlich. A-t-il été rien de plus petit bourgeois que l'attitude durant ces dernières années et pendant la guerre même de la plupart des grands syndicats, de ceux des fonctionnaires notamment. Il m'est arrivé d'assister quelquefois aux assemblées de mon métier.
ces intellectuels ne s'entretenaient que de gros sous et même de petits sous. Ni le rôle de la corporation dans le pays, ni même son avenir matériel ne paraissaient exister pour eux. Les profits du présent bornaient impitoyablement leur regard. Je crains bien qu'il n'en ait été de même ailleurs. Et pendant l'après-guerre, Marc Bloch parle de l'attitude des postiers et des cheminots. Il dit ceci: en juin, dans plusieurs villes de l'Ouest, de malheureuses femmes qui d'étape en étape cherchaient à regagner leur foyer, erraient par les rues en traînant à bout de bras d'inhumains fardeaux. La raison, de peur d'infliger aux employés quelques heures d'un travail supplémentaire ou plus que de coutume intensif, les gares avaient jugé bon de fermer leurs consignes. Ces œillères, cet engoncement administratif, ces rivalités de personnes, ce manque de souffle enfin, expliquent le molle affaissement des syndicats dans toute l'Europe et jusque chez nous devant les premiers coups des pouvoirs dictatoriaux. Et j'en aurais fini après avoir lu cette phrase. On ne leur avait pas appris, comme c'eût été le devoir de véritables chefs, à voir plus loin, plus haut et plus large que les soucis du pain quotidien, par où peut être compromis le pain même du lendemain. Nous vivons dans une ambiance du même type. Donc vous êtes d'accord avec Natacha Polony. Et d'accord avec le Parisien aussi. Et avec quel monde habitons-nous? Et avec Natacha Polony qui disait hier, c'était le 18 juin hier, et elle disait hier dans son article du Figaro, les gens vivent le même sentiment d'effondrement, et elle incriminait la même responsabilité de nos élites. Mais Alain Finkielkraut... Je ne parlais pas de nos élites en général. Oui, là, oui. Si vous voulez... Là, vous avez choisi le passage sur les syndicats. Mais je parlais des syndicats. Je trouvais justement qu'une critique était à faire. Ce n'est pas le mot terrorisme qui s'applique. Oui. C'est plutôt l'indifférence absolue à la réalité du terrorisme, on continue comme si de rien n'était. Mais c'est mais oui, mais bien sûr, mais comme vous le savez, dans l'étrange défaite, évidemment, il y a une incrimination plus large des élites. Mais Alain Finkielkraut, d'abord, est-ce que vraiment on peut convoquer, disons, ce climat 1940? Et la deuxième question, c'est la politique, c'est quand même l'art de civiliser les conflits, de les symboliser en quelque sorte, ou de permettre qu'ils soient symbolisés. La violence que nous vivons aujourd'hui dans différents cadres, que ce soit, si vous voulez, dès qu'une catégorie n'est pas satisfaite, elle a tendance aujourd'hui à tout casser, comme vous nous avez dit tout à l'heure, à tout péter. Vous avez cité une militante. Ah oui, il pétait un câble. Péter un câble. Est-ce que c'est le signe que la politique faillit, qu'elle est aux abonnés absents et qu'il n'y a plus de politique en réalité? Je ne sais pas s'il n'y a plus de politique aujourd'hui. Je pense simplement que une partie de la société française n'est absolument pas à la hauteur de ce qui arrive. Il faudrait être capable, face aux événements qui nous ont endeuillés depuis janvier 2015, de faire face et de faire front. Au lieu de cela, en effet, notre société se disloque et la violence interne se généralise. Mais vous avez, évidemment, si vous voulez, il n'est pas tolérable d'employer les mêmes mots, de parler de la violence patronale ou de la violence gouvernementale de la même façon que cette véritable violence. Mais tout de même, est-ce qu'il n'y a pas il y a des gens qui manifestent, des gens qui sont inquiets parce qu'ils ont peur pour leurs enfants. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une fracture réelle, profonde, entre eux, en quelque sorte, ceux, si vous voulez, qui sont encore dans le mouvement, qui peuvent aller de l'avant, dont les enfants peuvent aller de l'avant, et ceux qui se sentent piétinés? Non, ça je ne crois pas. Je pense que les manifestants les plus déchaînés appartiennent au secteur protégé, comme on l'a dit, et je ne crois pas que la loi El Khomri menace aujourd'hui l'avenir de nos enfants. Je pense qu'il y a, si vous voulez, une disproportion incroyable entre, si vous voulez, cette loi et ses défauts éventuels, ses qualités putatives et la réaction terrifiante qu'elle suscite. Et donc, Ruffin, dans le Parisien, dans ce Parisien, disait
Nous ne sommes pas en guerre, Jean-Christophe Rufin. Donc, est-ce que convoquer 1940, est-ce que ça n'est pas abusif? Est-ce que ça n'est pas, comme il le disait, oublier l'histoire? Parce qu'après tout, malgré tout cela, nous ne sommes pas, effectivement, il n'y a pas de Panzer sur les Champs-Élysées. Il n'y a pas de Panzer sur les Champs-Élysées, mais certains ont décidé de nous faire la guerre. Nous ne sommes pas en guerre, mais les djihadistes sont en guerre avec nous. Et si vous voulez, il est quand même important d'en tenir compte. Mais nous ne sommes pas en guerre de Ruffin m'intéresse parce que je vois aussi par-delà ce type de violence politique, la volonté en France, encore une fois, de continuer absolument comme avant. Et il est temps peut-être en effet que nous abordions la question du football. Parce qu'on nous dit que ce serait faire le jeu des terroristes que de consentir quelques sacrifices pendant l'état d'urgence. Cette phrase est un alibi pour ne surtout pas être dérangé. Urgence ou pas, the show must go on. Urgence ou pas, on continue les manifs d'un côté, urgence ou pas, de show must go on de l'autre. Pardon de vous interrompre, mais je dois vous poser la question. Vous êtes pour l'interdiction des manifestations? Je ne suis pas pour l'interdiction. J'aurais pu être éventuellement pour l'interdiction des fun zones. Je dis, une société digne de ce nom devrait y réfléchir. Il y a d'un côté le climat de l'étrange des fêtes et aussi une sorte d'étrange fête avec ces fun zones et ses supporters peinturlurés. Je parlais au lendemain du 13 novembre de la fin de l'histoire. On croyait à l'apaisement dans la société de marché, Internet et la démocratie, etc. L'histoire est revenue sous une forme terrible, mais que voit-on aujourd'hui? L'histoire frappe et la réponse est « do not disturb ». À cela s'ajoute, à cette inconscience délibéré, si j'ose dire, s'ajoute le secret espoir, en cas de victoire de l'équipe de France, de pouvoir ranimer la flamme black-blanc-beurre de 1998. Le président François Hollande s'est rendu à Clairefontaine et il a dit aux Bleus, vous êtes la France, toute la France. C'est le foot. Et il va beaucoup aux matchs, semble-t-il. Et il va à tous les matchs, même à Marseille. Le foot, c'est donc le foot comme village Potemkin, comme unité fictive d'un pays disloqué où, selon les termes utilisés par Yvan Rioufol, malmené par des castes déconnectées, des corporations égoïstes, des communautés revanchardes. Et je voudrais citer aussi Robert Redeker, parlant de mercenaires écervelés, immatures et cupides, tapant dans un ballon, et qui sont érigés au rang de divinités et même de sauveurs d'un pays en perdition. Alors, je vous le dis, Elisabeth, j'ai toujours aimé ce sport, je regarde le match, j'aime commenter avec des amis les phases de jeu, mais cette étrange fête n'est pas la mienne. Et donc, mais tout de même, puisque vous n'êtes ni pour l'interdiction des manifestations, ni pour l'annulation de l'euro devant le risque terroriste et à cause de l'état d'urgence, ce qui vous gêne, en fait, c'est l'indécence. C'est l'indécence qu'il y a, en quelque sorte, pour vous, à faire comme si le monde extérieur avait cessé de... Voilà, c'est faire comme si le monde extérieur n'existait pas. C'est cette espèce de parenthèse enchantée que l'on voudrait créer artificiellement. C'est la religion du football. C'est le mensonge du vivre ensemble qu'on essaye de resservir à ce propos. Et c'est aussi quand même une réaction de stupeur devant les manifestations des hooligans. Il faut en dire quelques mots. Norbert Elias a montré que l'invention du sport au début du 19e siècle s'inscrivait dans le processus global de civilisation qui a modelé l'Europe moderne. Il entendait par là le refoulement progressif de la violence et le remplacement de l'autorité extérieure par un dispositif
intérieur de censure. Freud parle de... Voilà, mais le sport, c'était le lieu de la libération contrôlée de l'agressivité. On a le sentiment aujourd'hui qu'un processus de décivilisation est à l'œuvre et que le sport tend à être l'un de ces symptômes. Les joueurs professionnels, eux, en tout cas, respectent les règles, mais en même temps, si vous voulez, c'est leur narcissisme qui devient incontrôlable. Zlatan Ibrahimovic revendique le statut d'icône. Paul Pogba expose en toute simplicité son aspiration à devenir une légende. Et certains supporters, pas tous bien entendu, eux profitent des matchs pour se déchaîner, insulter l'équipe adverse, jeter des fumigènes. Quant aux hooligans, c'est l'ensauvagement porté au paroxysme. Mais ça n'est pas très neuf. Non, voilà. C'est pas très neuf. Il ne faut pas non plus en exagérer l'importance. Tous les pays ne sont pas concernés. Je voudrais quand même faire un sort particulier. Je le sentais venir. Un sort particulier à la Russie, parce que les hooligans russes sont les plus violents et tout de même, ils bénéficient de l'indulgence, voire de la complicité de l'État. Je pense que nos poutiniens devraient y réfléchir. Je ne vois pas à qui vous faites allusion, cher Alain, mais donc si je comprends bien dans tout ça, il n'y a plus de place pour le beau football qui vous était cher, qui était cher à Michéa. Si, il y a quelques beaux matchs quand même, quelques belles équipes dans cette Coupe d'Europe, et il est vraisemblable que je regarderai ce soir avec des amis le match France-Suisse. Bon, je voulais vous demander si vous trouviez que la France n'était pas gouvernée, mais je crains que ce soit pour la semaine prochaine, où elle ne le sera peut-être toujours pas. Nous avons le temps, nous parlerons sans doute également du Brexit, puisque dimanche prochain, nous saurons si les Anglais sont encore dans l'Union européenne ou pas. Merci, cher Alain Finkielkraut. D'ici là, on peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radio-rcj.info. On vous lit également dans Causeur. Bonne semaine à vous, chers professeurs, et à vous tous, chers auditeurs. Vous écoutez RCJ. Bonjour, c'est Frédéric Lechterflack sur RCJ. Tout à l'heure,